Bonsoir à tous, donc bonne rentrée, bonne année. Donc Tanama, comme d'habitude, vous connaissez le laïus, donc est un mot taïno qui signifie papillon. Symboliquement, nous évoquons l'âme, l'esprit, le changement, la transformation, à travers des sujets au carrefour du sociétal et du sanitaire, du culturel et du coutumier, du bien-être et du soin, du traditionnel et du médical, pour provoquer le changement et la transformation avec positivité en apportant information, conseils, onguents, parce que l'éveil à nous-mêmes est le premier pas vers un mieux-être et un meilleur vivre ensemble. C'est une émission tout public qui vous est proposée par Uma Sawabona Productions, en partenariat avec son partenaire historique Amalgame Humanis, association caritative originellement et depuis plus de 30 ans en faveur de l'enfance défavorisée, des publics dits empêchés de lutte contre les discriminations et les violences intrafamiliales et LGBTQI-phobes. Elle porte 2 lignes d'écoute, la voix arc-en-ciel à destination des personnes LGBT et la ligne prévention suicide. Ce soir, donc, nous allons célébrer notre rentrée. Dimanche dernier, 1er janvier 2023, c'était le Nouvel An. En résonance avec nos pratiques judéo-chrétiennes et l'amorce de la mise en acte de nos bonnes résolutions. Ensuite, l'Épiphanie, le vendredi 6 janvier, cette fête chrétienne qui célébrait le Messie, venu et incarné dans le monde et qui reçoit les 3 rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, lui apportant or, myrrhe et encens. À cette occasion, la galette des rois est donc le mets choisi. Mais le 1er janvier, c'est aussi et surtout, et c'est ce dont nous allons parler ce soir, les 219 ans de l'indépendance haïtienne. Donc à cette occasion, la tradition haïtienne consiste à manger en conscience. Vous savez que nous avons une rubrique bien manger, mais ce soir nous allons parler de manger en conscience. Cette expression prend un tout autre sens donc dans ce contexte. Il ne s'agit plus simplement de déguster ce qu'on mange et de profiter des bienfaits et des saveurs des aliments que nous ingérons, mais surtout de prendre conscience de son histoire, de son identité et du goût de la liberté et de l'équité entre tous les nègres. Attention, ce mot, dans la constitution haïtienne, veut dire homme. Donc, parce que Tanama est une émission santé-société, nous prenons ici que manger en conscience est également une approche de santé viable. Donc, manger, donc en conscience surtout, la soupe joumou, qu'on va voir à l'écran, et donc nous allons évoquer tout à l'heure avec le président de l'association Tête Collée, Johnny Désir. Bonsoir Jenny. Bonsoir Stéphanie. Donc, qui est tout à ma gauche. Cette émission s'intitule Soupe Joumou et la belle amour humaine parce que nous allons aussi, nous aussi, rendre hommage à un grand écrivain haïtien, caribéen et grand nègre devant ses pairs, également martyr pour la souveraineté du peuple haïtien et en ce centenaire de sa naissance. À Jacques-Stéphane Alexis, un des pères de la littérature haïtienne, né le 22 avril 1922, est rendu un hommage appuyé partout dans le monde, et ce depuis avril dernier. Ce fut également le cas en Guadeloupe, à la résidence départementale du Gosier avec le colloque Jacques-Stéphane Alexis, notre contemporain immédiat, dont certains des penseurs et organisateurs sont avec nous sur ce plateau. Donc, on va dire bonsoir donc, à nos intervenants ce soir. Franck Garin, bonsoir. Bonsoir. Donc, à ma droite. Chercheur en histoire sociale du laboratoire CERN, dont on va un peu parler tout à l'heure. Et Christian Chéry, professeur de lettres. Bonsoir. Bonsoir. Et à l'écran aussi, on va montrer, donc, on va présenter Johnny Désir, donc, de Tête Collée. Donc, je me suis rendue à ce colloque où j'ai pu enregistrer quelques images et où j'ai interviewé des chercheurs donc, de l'Université des Antilles, entre autres, engagés autant dans nos amphithéâtres que dans les relations effectives avec les pays de la Caraïbe, tout en travaillant à instruire et mieux appréhender nos propres réalités locales, régionales, nos singularités. C'est la vocation du CERM, Centre d'études et de recherche sur Morne-à-l'Eau et sa région, et du CORECA, Contact Recherche Caraïbe, que nous allons évoquer plus longuement. Nous avons aussi interviewé sa fille, la fille de Jacques-Stéphane Alexis, Florence Alexis, elle aussi femme engagée pour les histoires et les mémoires de la diaspora haïtienne. Donc, avant de discuter avec nos intervenants, nous allons regarder ce reportage de 15-16 minutes, que j'ai intitulé Jacques-Stéphane Alexis, l'espace d'un ciment. Bon visionnage.
Je disais que c'est un des grands écrivains haïtiens du XXe siècle avec Jacques Roumain, l'auteur de Gouverneur de la Rosée. Et donc toute l'année, nous avons fêté son centenaire qui se terminera en avril 2023. Et évidemment, le fait que la Guadeloupe le salue à son tour est évidemment très important pour nous, dans la mesure où le travail et littéraire et politique de Jacques Alexis a énormément a embrassé, je vais dire, toute la Caraïbe et s'est posé beaucoup de questions à propos du sort global de la Caraïbe. Il en a fait aussi dans ses romans une espèce de contexte général aux histoires qu'il racontait comme romancier. Et donc le fait que la Guadeloupe accueille ce centenaire à un moment donné, pour moi c'est très important, comme les Trinidadiens l'ont fait il n'y a pas longtemps, comme les Jamaïcains l'ont fait. Donc voilà, c'est dans cet esprit-là où je pense que si vraiment Alexis a des choses à dire à la jeune génération, et je crois qu'il en a beaucoup parce qu'il était très en avance sur son époque, c'est d'abord évidemment aux jeunes Caribéens. Il est précurseur en ce sens qu'il donne à la caribéanité des figures et une âme. Et en ce sens, son message politique est important. Donc à double titre, d'abord par l'engagement politique, deuxièmement par sa vision sur une Caraïbe, je crois qu'il est essentiel de mettre en évidence une telle œuvre et un tel homme. Voilà font rassemblement pour me connaître ça crive famille moi en yewo. Voilà font rassemblement pour me connaître ça crive vieux frère en yewo. Adieu vieux frère nous tomber nous déplosaille. Nous tête chargée, qui m'a connaît, si la trois fois pour moi. L'importance de Jacques-Stéphane Alexis, écrivain, est capitale. Un romancier remarqué de son vivant déjà pour le volume de son œuvre. Et avec la quantité volumique de cette œuvre littéraire et de ses autres écrits, la qualité de ses romans, la qualité de ses divers écrits, qu'il s'agisse d'écrits romanesques ou des traits essayistiques ou alors de textes relevant de ce qu'on pourrait appeler le journalisme. Il y a deux grands romanciers qui sont presque contemporains, pas immédiatement contemporains, mais presque contemporains, et qu'il faut toujours citer ensemble, Jacques Roumain, l'auteur de Gouverneur de la Rosée, et Jacques-Stéphane Alexis, auteur de 3 romans, le premier étant Compère Général Soleil, le deuxième étant Les Arbres Musiciens, le troisième étant L'espace de Cibres. Citons bien évidemment le romancero aux étoiles, quoiqu'il ne s'agisse pas véritablement d'un roman, puisqu'il s'agit d'une série de contes. Le rapport dans le champ littéraire haïtien où intervient Jacques-Stéphane Alexis, le rapport entre le roman et le conte est un rapport capital, puisque c'est au conte que les romanciers de la Caraïbe vont emprunter l'inspiration et les formes narratives, descriptives et de récits qui donneront leurs caractéristiques marquantes aux romans caribéens francophones ou créolophones. Et cette caractéristique du roman marqué par le conte est encore de plus en plus grandissante aujourd'hui chez les romanciers martiniquais et guadeloupéens qui représentent les nouvelles générations de la création romanesque. C'est Nous avons décidé d'aborder,
focaliser sur une œuvre qui est presque emblématique, à savoir l'espace de Sillemont, et que nous avons vu sur deux angles différents, en laissant ouverte la possibilité justement d'aborder les autres œuvres par la suite. Alors, on va dire qu'en réalité, c'est le dernier roman qu'il a écrit complètement, parce qu'on a trouvé après d'autres éléments, on a trouvé des manuscrits et des choses comme ça. Mais l'espace de Sillemont, c'est le dernier. Et d'ailleurs, comme l'a dit une des intervenantes, c'est un roman qui a suscité un certain nombre de réactions de surprise, voire de rejet, au moment de sa parution, parce qu'il était différent. Il était différent, il avait une forme différente, alors que les héros précédents, même s'ils appartenaient aux classes populaires ou aux classes à des déclassés, comme Hilarion, par exemple, le personnage de Compère Général Soleil, mais là, nous étions quand même dans un lieu improbable, un bordel, avec justement une femme prostituée. Donc, il a été un peu surprenant. Et justement, mais c'est ça l'idée essentielle, ce qu'il voulait traiter, c'est de parler de l'amour dans des lieux qui semblaient ne pas convenir à ce sentiment. Un message, c'est que c'est l'amour qui sauve. Vous, il est important de connaître, pour les Guadeloupéens, les œuvres de Jacques-Stéphane Alexis. Alors, je vais donner une réponse un peu large, en disant que par moments, les Guadeloupéens ont quand même tendance à regarder un peu trop leur nombril, à se regarder en tant que Guadeloupéens. Et même on le voit avec les relations avec la Martinique qui se sont détériorées, avec la Caraïbe, il y a des propos un peu généraux, mais dans la réalité des faits, cette relation-là, eh bien Haïti, c'est véritablement, comment dirais-je, une espèce de pays qui peut permettre de mieux appréhender le moment historique dans lequel nous sommes. Et Jacques-Stéphane Alexis, c'est ce qu'il aborde. Hein, il sort simplement, il analyse sa société, il la voit, il l'écrit, mais il est au-delà de cela. D'accord ? Il est au-delà des petits éléments, des petits points, des petites anecdotes parfois dégradantes, mais au contraire, il envisage quelque chose qui... Alors, pour certains, c'est une utopie, mais on sait bien que les utopies sont productives et productrices de sens, et pour d'autres, au contraire, Haïti, c'est presque un repoussoir. Donc, lire Jacques-Stéphane Alexis dans ce cadre-là, eh bien justement, il me semble que c'est une bonne thérapie. L'indépendance devient en quelque sorte, comme je l'ai dit, avec le mythe qui est marqué en 1804, devient une mythologie de la liberté, une mythologie à partir de laquelle prennent leur référence tous les peuples en lutte contre la colonialisation, en lutte pour leur liberté, en lutte pour affirmer la disqualification totale des préjugés économiques, politiques et racistes, ou pour mieux dire raciologiques peut-être, qui jusqu'à maintenant ont régné, préjugés qui ont régné dans la sphère des Caraïbes et de l'Amérique latine. Haïti porte le redoutable honneur d'avoir été, comme vous le savez, la première terre où les esclaves se sont révoltés contre le système esclavagiste et ont vaincu leurs colonisateurs. Donc c'est à ce titre évidemment qu'Haïti porte une espèce de responsabilité et de présence très forte dans la région, dans le bassin caribéen, puisque après la révolution américaine, la révolution haïtienne est la première, on disait à l'époque République noire, aujourd'hui la République est en bien mauvais état en Haïti, mais la première révolution et le premier État indépendant dans cet espace géographique. Je pense que c'est la raison pour laquelle aussi on scrute tout le temps ce qui se passe en Haïti, pour voir comment les Haïtiens ont su ou pas su construire
le moment qui a suivi cette indépendance. D'ailleurs, un des textes de mon père, un des textes politiques de mon père, qui a été réédité en Haïti récemment au moment du centenaire, s'appelle le Manifeste de la seconde indépendance. C'était le titre du programme de son parti politique, le Parti d'entente populaire. Et on voit bien que dans ce titre de la seconde indépendance, si on parle d'une seconde indépendance, c'est qu'on a échoué à la première. On pourrait dire que si vraiment Haïti est scruté à ce point, et c'est vrai que c'est l'impression que moi j'en ai aussi, il faudrait que c'est le soit à la fois dans ce qu'elle a accompli, dans ce qu'Haïti a accompli, mais dans ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est peut-être même là que vraiment Haïti peut être utile à la région, au bassin caribéen et à tous les gens qui se posent des questions sur la manière d'envisager sa liberté, son autonomie, appelons-le comme on veut, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et on voit actuellement ce qui se passe en Haïti, on voit les dégâts qui a été occasionné par la dictature du Duvalier, qui a été extrêmement longue et qui a contribué à détruire le tissu institutionnel et l'État haïtien, qui même depuis le départ de la famille Duvalier n'a cessé de continuer à se défaire, à se déliter, et on en voit les résultats aujourd'hui, où des gangs prennent le pouvoir sur des territoires, où l'État haïtien, si fier de son indépendance, est obligé d'appeler des États étrangers pour venir le secourir contre des gangs qui ont été, il faut le dire, installés par des politiciens en Haïti dans les années 80-90 plutôt. Ouais. Les gangs ont été vraiment... la porte a été ouverte aux gangs au moment de la présidence de Jean-Bertrand Aristide. Et ça, il faut le rappeler. Il faut que les gens le sachent, parce que la mémoire est très courte. Et quand on a la mémoire courte, je dis quelque chose de très ordinaire, mais c'est vrai qu'on se condamne à recommencer les mêmes erreurs. Jacques-Stéphane Alexis, est un écrivain capital par la valeur littéraire de son œuvre, par la valeur esthétique de son œuvre, mais aussi et surtout par la valeur politique et culturelle de son activité d'intellectuel. Et il mérite d'être considéré avec admiration et respect, car il a poussé son engagement littéraire et son engagement politique jusqu'au sacrifice final, puisque, on s'en souvient, il a été assassiné en 1961 par la soldatesque de Papadoc, les Concombracoutes. Je crois qu'il est conscient des risques, ça ne faut pas se faire d'illusions. On est en 1961, on est au milieu de la crise, de l'emprise duvalérienne sur la société haïtienne. Donc, et je crois qu'il joue son bateau. Il pense que il faut à un moment donné se sacrifier en quelque sorte pour pouvoir aider à la libération du pays. Alors, les circonstances de la mort, on ne la connaît pas. Et je ne sais pas si on la connaîtra un jour, compte tenu du fait qu'il est capturé. Évidemment, il n'y a pas de rapport officiel, il n'y a pas de rapport de gendarmerie. On ne sait pas où son cadavre a été porté, qu'est-ce qu'on en a fait. Ce que l'on sait, c'est que de toute façon, il fallait faire disparaître toutes les formes de contestation. De ce point de vue, sa mort a quelque chose, à mon avis, d'important, de symbolique. Il fait partie des martyrs du duvalierisme. Et c'est important de mettre en évidence cette dimension de l'homme et qui, à mon avis, est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de ses idées, il est allé jusqu'au bout de ses envies, jusqu'au bout de son souhait d'une Haïti rénovée. Surtout, vous qui vous dites mes amis, et vous tous mes camarades, ne jugez pas, n'essayez même point d'interpréter. La nuit est trop noire. Je serai parti comme le vent vire vers la route mère, vers l'écume la plus lointaine. Je serai parti à la pointe des pieds, sans faire de bruit, pour ne pas cesser d'entendre vos rires. Je serai parti sans que vous entendiez des pleurs. Je serai parti, voilà tout. Je n'aurai pas trahi nos concordats.
Je ne trahirai point nos espoirs anciens. Je serai parti, voilà tout. Et je n'aurai pas trahi. J'ai le dernier prestige de choisir mon combat. J'ai l'ultime avantage d'aller au bord de l'éclatement des shrapnels. J'ai la suprême possibilité d'entendre rire à ma pénultième seconde le rire de merle des mitrailles. J'ai le droit. C'est maman liberté s'il tombait la lever. Papier dit maman papier, changer de d'Haïti saltéier. C'est maman liberté s'il tombait la lever. Liberté. Voilà, nous revoilà sur le plateau. Donc bonsoir messieurs. Bonsoir. Donc déjà, est-ce qu'on peut... Faites-nous un retour sur le reportage. Est-ce que ça vous a plu déjà? Est-ce que c'était intéressant? Tout à fait. Le reportage a traduit en réalité le réel, pas le réel merveilleux, le réel tout court de ce qui s'est passé. Oui. Je crois qu'il était important qu'il y ait un écho dans la presse. Il y a un écho majeur avec une presse populaire, hein, et en l'occurrence Canal 10 pour ce qui est des images. L'idée de nos colloques sur Jacques-Stéphane Alexis nous est venue après celui que nous avons organisé sur Fleurette Morand à l'époque. Et puis, voyant arriver le centenaire qu'il n'y avait pas de manifestation sur la Guadeloupe, donc nous nous sommes rapprochés du Coréca, de Julien Mérillon, de Christian Chéry, et on a essayé de faire équipe et de concocter à trois ce qui pourrait ressembler à l'œuvre, à la personnalité de Jacques-Stéphane Alexis. Il fallait des soutiens. Je profite pour remercier le conseil départemental pour le soutien qui nous a été apporté, un beau soutien matériel qui nous a permis de faire venir Florence Alexis. Et c'était une anecdote, j'ai lu, et je termine là-dessus, j'ai lu la réédition de l'Espace d'Enseignement, et j'ai lu la préface qui avait été faite par Florence. Je me suis dit, il faut un jour que je rencontre cette personne. Et c'est arrivé comme ça, tout à fait par hasard. J'étais à un salon de la poésie à Paris, et je rencontre Florence Alexis et Roger Thompson. Roger Thompson, d'ailleurs, qui nous a vraiment, et je le remercie pour ça, qui nous a donné le titre. Au départ, on était parti sur un titre qui ne nous ressemblait peut-être pas à grand-chose, et il nous a dit, mais non, c'est Jacques-Stéphane Alexis, notre contemporain immédiat, et celui-là qui a été choisi. En tout cas, merci pour votre présence déjà à ce colloque et la qualité du travail que vous nous avez présenté. Merci, c'était un plaisir vraiment. Alors, Monsieur Chéry, votre retour sur... Alors, moi, je suis très content. Je suis très content parce que, pour plusieurs raisons, mais je vais le dire assez simplement. Déjà, je trouve qu'avec ce colloque, la Guadeloupe renoue avec une tradition. Avec cette tradition, justement, de faire parler les écrivains, de parler des écrivains, d'écouter la littérature, de la remettre au centre d'un certain nombre de questions importantes. Parce que parfois, on a tendance à les négliger et on a le sentiment qu'en se préoccupant exclusivement des choses du quotidien, eh bien, on va avancer plus vite. En réalité, justement, il est nécessaire de prendre un peu de perspective, d'avoir du recul. Et le colloque a été justement cette occasion. Surtout que, d'autant plus plutôt, que Jacques-Stéphane Alexis n'est pas l'écrivain haïtien le plus connu en Guadeloupe. On va dire que, certes, il y a un petit peu au-dessus de tout, il y a Jacques Roumain. Et puis, il y a d'autres écrivains qui sont immédiatement contemporains. Nous pouvons parler de Daniela Ferrière ou de Lionel Trouillot, qu'on connaît bien, qui viennent, qui ont... Mais Jacques-Stéphane Alexis. Et pourtant, c'est un phare. C'est un écrivain important, essentiel, et qui a eu une importance considérable et qui continue à en avoir. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et quand on peut parler de beaucoup de choses, notre contemporain immédiat, mais la belle amour humaine, mais l'espace de ciment. Mais en fait, il y a toute une série de mots-clés qui viennent avec Jacques-Stéphane Alexis et qui nous interrogent aujourd'hui. Alors voilà, merci beaucoup pour déjà ce retour. Monsieur Désir, vous voulez réagir un peu au reportage? Qu'est-ce que... Très beau reportage sur un homme complet. Jacques-Stéphane Alexis, tout a été dit dans le reportage. Donc c'est un homme extraordinaire, homme politique, médecin, homme de combat, il ne faut pas l'oublier non plus.
Donc, je ne vais pas être trop long, mais je pense que la jeune génération, en fait, les jeunes générations actuelles devraient s'en inspirer, surtout nous, nous autres Haïtiens, puisqu'on a l'impression qu'on se perd, qu'on va un petit peu partout, on n'a plus de repères, en fait. Donc, je pense que de temps en temps, il faudrait peut-être regarder en arrière, de voir ce qu'ont accompli certains hommes, donc notamment Jacques-Séphane Alexis. On va y revenir justement tout à l'heure parce que l'histoire d'Haïti, elle est quand même riche, elle est centrale, on l'a vu dans le documentaire, comment les intellectuels aujourd'hui en parlent, mais comment ils en parlaient aussi à l'époque, puisqu'on sait que a été évoqué, je ne sais pas si j'ai gardé cet extrait, mais a été évoqué durant les interviews, justement, cette conférence des écrivains qui avait été organisée par Jean Price-Mars, donc qui est un écrivain fondamental haïtien également, et qui donc c'était un peu le phare un peu dans la Caraïbe des autres pays, des autres communautés afrodescendantes. Et donc justement, ça avait été une question que j'avais posée, et donc on va pouvoir un peu décortiquer tout ça ensemble. C'était qui est posé un peu dans... Je vais pas regarder tous les extraits évidemment parce qu'on avait quand même 45 minutes d'enregistrement, on n'a pas pu les passer ce soir, mais sur le panafricanisme par exemple, qui à une époque selon moi faisait plus sens par rapport au lien en tout cas entre les écrivains. J'ai le sentiment en tout cas qu'à l'époque qu'il y avait en tout cas un combat commun qui réunissait un peu tout le monde vraiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est panafricaniste mais on est un peu panafricaniste chez soi. J'ai envie de dire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me risque un peu. En dehors de l'aspect que vous évoquez, Alexis m'interpellait sur 3 choses. La première, c'est que sa dimension dépasse le panafricanisme et dépasse Haïti. Et Alexis nous oblige à parler d'où nous sommes. Il dit, je suis latino-américain et haïtien. Moi, j'ai envie de dire, et il m'invite à dire, moi, que je suis latino-américain et guadeloupéen. Il m'invite à parler de l'endroit où je suis. Et c'est en cela qu'il m'interpelle. D'accord? Je ne renie pas l'Europe. Je sais ce que je lui dois. C'est ce qu'il dit. Et il ajoute, je suis profondément caribéen. Ça, c'est la première chose. La seconde chose qui m'interpelle chez Haïti, chez Alexis, et qui fait sens pour moi, c'est que c'est pour moi l'écrivain de l'optimisme. Et il est optimiste, pas possible. Certains ont même parlé d'arrogance chez lui. Mais oui, parce que à cet âge-là, il est jeune, Alexis. On rentre chez Gallimard et on propose son manuscrit à Gallimard à l'époque. On est quoi, 54, 55, n'est-ce pas? Et puis, sa lettre à Duvalier, sa lettre à François Duvalier. C'est... Moi, il y a qu'à crier son créole, on major, on dit mal, on bouquille, ils savent ça, ils veulent. Et Alexis nous incite à être courageux. Et enfin, la troisième chose, c'est, j'ai envie de dire ça aussi, et peut-être que je l'ai déjà dit, c'est l'espoir. C'est l'espoir chez Hilarion, c'est mourir face au soleil. Et le soleil, c'est quoi? C'est la vie. Et c'est cette flamboyance-là. Bon, je ne suis pas un littéraire, croyez-moi. Hein. Je suis un lecteur de tout ce qu'il y a de plus moyen. D'accord? Mais j'essaye de prendre la substance morale qu'il y a chez les gens. Et c'est ce que moi je retiens chez Alexis. Donc, en dehors de l'Afrique, en dehors de ce courant-là, qui, à l'époque, était une espèce de cri contre lequel Fanon va s'élever, il va dire, je ne vais pas crier les choses, je vais les dire. D'accord? Eh bien, l'homme nous invite à parler d'où nous sommes, de notre sphère latino-américaine. Et cette Caraïbe fraternelle dont il rêve et qui nous invite à construire, c'est ça aussi qui m'interpelle. D'accord? C'est quand les descriptions, les fameuses descriptions qui participent du réel merveilleux qu'il fait dans l'espace de Sillement, où il parle de ses marchés, il parle de ses choses, de ses odeurs. Ça a bien du sens, n'est-ce pas? Ce qu'il dit là. Mais moi, c'est ce qui m'interpelle. Il m'invite à non pas me réconcilier, mais à redécouvrir ma dimension caribéenne, parce qu'elle existait. Elles ont existé, ces relations avec la Caraïbe. Et en 1944, on a dit, si vous ne voulez pas que les Guadeloupéens aillent vers la Caraïbe, doctrine Monroe, et vers les États-Unis, il faut les assimiler un peu plus vite. Départementalisation.
Et on a le résultat. Sommes-nous Guadeloupéens des Caribéens? Et sommes-nous admis comme Caribéens par les autres? Moi, c'est ce qui m'interpelle chez Alexis, encore une fois. C'est qu'il nous invite à être Caribéens, avant tout. Alors, monsieur Chéri. Oui, alors, au moment où Alexis écrit, c'est vrai que se développe le panafricanisme en Afrique avec un certain nombre de dirigeants. Il se retrouve avec des écrivains caribéens, certains écrivains aussi afrodescendants américains, états-uniens plutôt, et justement, il y a eu ce fameux congrès des écrivains et artistes noirs à Paris en 1956. Mais ce n'était pas la préoccupation principale d'Alexis, lui. Sa préoccupation principale, c'était à partir de son lieu, Haïti, et bien justement de rayonner avec les pays voisins et les pays de la Caraïbe. Donc on va plutôt parler, si le terme de panacaribianité, hein, voilà, parce qu'il parle de la Caraïbe. Et d'ailleurs, on le voit avec son emploi dans ses textes littéraires des autres langues, des langues que certains diront, mais oui, mais ce sont les langues coloniales. Mais oui, mais il parle espagnol, les personnages parlent espagnol, les personnages parlent anglais, les personnages parlent créole. Et donc, il y a justement cette volonté d'intégration et de se comprendre en relation avec ceux qui sont juste à côté. Ça, c'est vraiment intéressant, effectivement. Et c'était tout l'intérêt aussi de proposer, donc à l'invitation de Monsieur Garin, ce sujet aujourd'hui. C'est aussi parce que je pense que nous accepter et j'allais dire peut-être fonder notre identité, c'est aussi se recentrer aussi sur notre territoire et la région dans laquelle on s'inscrit. Et je pense que parfois, on a un discours de Caribéens et parfois, je trouve que on me ferait peut-être le procès ce soir de parler d'un écrivain ici, on lui parle d'un écrivain guadeloupéen, par exemple. On m'a déjà fait ce commentaire. Or, je pense que Jacques-Stéphane Alexis doit être connu autant que Aimé Césaire, autant que Georges Coq, je ne sais rien, n'importe quel écrivain de notre région. Donc, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire, Monsieur Chéri, justement, de la belle amour humaine? Parce qu'on a évoqué justement l'amour, on a évoqué son optimisme. Qu'est-ce qu'on peut dire justement, pour ceux qui n'ont pas encore lu Jacques-Stéphane Alexis, de la belle amour humaine? Oui, alors, il y a plusieurs choses, effectivement, dont on peut parler quand il est question de Jacques-Stéphane Alexis. Mais cette notion d'amour, la notion d'amour dans des territoires dévastés, dans des lieux qui connaissent ce que d'ailleurs certains appellent chaos, hein, une sorte de chaos monde, avec justement c'est la manifestation la plus tangible d'un optimisme, mais d'un optimisme de combat. C'est pas une sorte d'optimisme béat, mais c'est véritablement de combat. L'idée selon laquelle, justement, il est possible de conquérir des territoires qui sont à la fois, justement, autour de soi, mais des territoires intérieurs par le développement de l'amour. Et dire que notre humanité, eh bien, justement, elle passe par cela. Et c'est la raison pour laquelle ce roman, qui est vraiment symbolique de l'écriture de Stéphane Alexis, le dernier roman, L'espace de ciment, est important parce que justement, il parle de l'amour chez des gens qui, au contraire, sont censés ne pas connaître cet amour, sont exclus, on va dire, semblent être exclus naturellement de l'amour. D'accord? Et il développe cette idée d'amour. Il me met en scène. Et là, nous avons des personnages, justement, qui sont liés à ça. Donc, en réalité, j'insiste sur le terme que je viens d'employer, ce sont des amours de combat. D'accord? Et ce sont des amours qui visent justement à la construction de quelque chose, l'amour entre deux êtres. Parce qu'on avait, si on reprend le roman Gouverneur de la Rosée, c'est un roman d'amour aussi. Mais ce n'est pas la même forme d'amour. D'accord? L'amour chez Roumain dans Gouverneur de la Rosée, c'est un amour qui s'ancre
dans justement une terre, qui va justement à la conquête de quelque chose qui est le besoin de se réaliser. Alors que avec Jacques-Stéphane Alexis, eh bien dans l'espace d'enseignement, c'est un amour qui va justement contrecarrer, qui va à l'encontre de toutes les fatalités, de tout le destin qui pourrait être justement presque une espèce de condamnation, d'accord? Eh bien, c'est ce destin qui sera justement remis en cause. Et donc, ce sont deux formes différentes. Et c'est pour ça qu'il est important justement de parler de cet amour humain. Alors, je rajoute que d'ailleurs, nombre des d'écrivains contemporains, eh bien, se sont appuyés là-dessus, parlent de cela. Et on le trouve avec, par exemple, quelqu'un comme Marie Vieux-Chauvet, oui, dans son premier roman, Amour, dans la trilogie Amour, colère, folie, le premier tome, Amour, justement, c'est ce qui va c'est ce qui dit que l'amour est condamné. Eh bien, non. C'est cette affirmation. D'accord? Nous allons retrouver cela dans justement un titre que Trouillot écrit. Il écrit quelque chose qui s'appelle La belle amour humaine. Il reprend justement le terme, l'expression de Jacques-Stéphane Alexis pour pouvoir écrire un autre roman. Donc nous sentons qu'il doit y avoir cette continuité, et c'est cette continuité qui est l'espoir justement d'une salvation. Et je termine mon petit propos avec un petit court vers d'Anthony Phelps, dans lequel il dit « De quelle couleur est la saison nouvelle, sinon d'espoir ?» Eh bien, justement, voilà, nous avons cela. Et c'est d'autant plus vrai ce que dit Christian, il y a à dire totalement que l'espace d'enseignement interroge la relation homme-femme. On est dans un bordel, où on est dans l'animalité des rapports. Et il dit, au contraire, la fraternité viendra le jour où l'homme et la femme s'aimeront d'amour, où nous serons embrasés et l'esprit et les sens, et sortir de l'animalité. Mais ça fait l'histoire que le colon a établie avec nous, a fait que les relations hommes-femmes chez nous sont très particulières. N'est-ce pas? Tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent le savent. Mais on sait. Mais oui. Et il nous invite à en sortir. Et il dit que l'espérance, le salut, comme disait Christian, viendra de là. Et c'est en cela que je vais faire une confidence. J'ai toujours offert l'espace d'enseignement à toutes les personnes, les membres de ma famille, les gens pour qui je ressentais un sentiment profond. Parce que je trouve que c'est un livre à lire. Il est à lire parce qu'il y a des descriptions extraordinaires de la Caraïbe. Il a une manière de manier les mots, il a une manière de faire sortir de l'humanité. Et quand tu as fini de lire ça, tu as dit, mais c'est un monde qui écrit ça. Et tu n'as pas envie de le relire tout de suite. Voilà. Et c'est en cela que je trouve qu'Alexis dépasse le cadre d'Haïti. Alexis appartient à cette humanité caribéenne que nous devons de construire. C'est pour ça qu'il faut le lire et l'enseigner dans les écoles. C'est ce que disait d'ailleurs Madame, l'une des intervenantes que tu avais choisie la dernière. Madame Aramin. Madame Aramin, Théodie Lameau, Hélène Daridan, en fait, tous ces gens merveilleux qui m'animent le colloque autour de l'œuvre littéraire et qui ont fait ressortir justement qu'au-delà de l'écrit, il y avait l'amour, il y avait l'interpellation d'une humanité, d'une belle amour humaine, comme il disait. Tout à fait. Alors, Monsieur Président, la tête collée, est-ce que finalement, parce qu'on a parlé de toutes ces formes d'amour, parce que je pense que dans la Révolution aussi, sa révolution intellectuelle, le fait de s'élever contre la dictature, c'est aussi de l'amour qu'il exprime. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, justement, en Haïti, comment, j'allais dire, où est l'amour, quelque part? L'amour est toujours présent. L'amour est toujours présent, c'est ce qui nous permet encore toujours d'espérer. Voilà, parce que Haïti, malheureusement, est un pays qui on a l'impression que c'est un pays qui a toujours connu des catastrophes. Mais cet Haïti, en fait, ont en eux cet espoir permanent
ils espèrent toujours un lendemain meilleur, donc ils se battent. Ils ont toujours de l'espoir. Et c'est grâce à l'amour, en fait, que on se lève, on se met debout. L'amour de ses prochains, l'amour de sa famille, l'amour du pays. Parce que les Haïtiens aiment profondément leur pays malgré tout ce qu'on peut. C'est contradictoire, en fait, de voir un pays comme ça. Et quand vous allez en Haïti, quand vous entendez des gens Haïti, je crois qu'on comprend. Parler, quand vous entendez les Haïtiens parler d'Haïti, on se dit mais comment est-ce possible? Donc c'est cet amour en fait qu'ils ont profondément pour leur pays. Donc c'est toujours présent et je pense que tant qu'on a cet amour, il y aura toujours de l'espoir pour Haïti. Oui, je crois que de toute façon, hein, c'est ce que je disais, je vous ai interrompu, mais je disais que quand on va en Haïti, on comprend la force du pays, le chaos merveilleux, on le sent, on le vit, quoi. On le traverse quand on traverse Port-au-Prince. Et effectivement, bon, on a une pensée pour tous nos compatriotes haïtiens, je dirais, ici. Comment est-ce qu'on vit justement la crise actuelle depuis la Guadeloupe? C'est très difficile. Je n'ai pas de mots pour décrire en fait ce qu'on peut ressentir, mais c'est extrêmement difficile, surtout quand on a de la famille là-bas déjà. Donc on vit dans l'inquiétude tout simplement, savoir qu'il peut se passer quelque chose à tout moment. Mais au-delà de ça, c'est le pays. C'est le pays, on se demande mais à quel moment que tout cela va s'arrêter. Et donc c'est l'angoisse. Chaque jour qui se passe, donc on a l'impression que les choses ne s'améliorent pas. Toujours des mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a cet espoir en nous qui nous permet en fait de penser que un jour ça ira. On espère aussi qu'un jour ça ira. Justement, c'était le sens en fait du combat, d'un des combats de Jacques-Stéphane Alexis, puisque lui, comme je l'ai dit, mentionné tout au début, c'était un homme de combat. Donc, c'était pas qu'un homme de parole. C'est vrai qu'il a écrit de beaux romans, etc. C'était un intellectuel extraordinaire, mais c'était aussi un homme de combat face à la dictature en fait de Duvalier. Donc, il avait pris les armes tout simplement. Il est mort justement parce que il allait débarquer avec des hommes en Haïti pour essayer de changer les choses. Donc, c'était un homme de combat. Donc, nous, cette génération, on devrait justement s'en inspirer pour voir comment on peut faire, parce que les choses ne peuvent pas rester en l'état de toutes les façons. Donc, c'est une très bonne transition, parce que ça m'amène à une question que j'ai posée justement à Julien Mirillon, qu'on n'a pas vu dans le reportage, mais qu'on verra peut-être dans un reportage plus long. Hein, c'est... justement, ce débarquement, le débarquement sur les plages, c'est quand même, j'allais dire, un motif récurrent dans l'histoire de la Caraïbe. La baie des Cochons à Cuba, et puis Jacques-Stéphane Alexis, qui malheureusement a été capturé à ce moment-là. Et puis on a aussi, j'allais dire, lui venait de Cuba, justement, Jacques-Stéphane Alexis, pour revenir en Haïti. Et ça m'a fait penser à Sonny Rupert, qui lui aussi est passé par Cuba, avant de revenir en Guadeloupe incognito. Et donc ça nous amène forcément à cette question de l'émancipation, parce que la question que je posais justement, comment Haïti est ce baromètre peut-être des espoirs d'émancipation dans la Caraïbe. Haïti qui est indépendant depuis 1804, et on voit que la décolonisation est inachevée jusqu'à aujourd'hui, hein, pour tout le monde en réalité. Peut-être pas pour la Barbade a priori qui... je ne sais pas si c'est achevé, mais en tout cas qui s'est proclamé république. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette idée de l'indépendance haïtienne, ce qu'elle représente pour nous, Guadeloupéens, Caribéens, et puis de cette décolonisation inachevée, quoi, finalement. C'est-à-dire que vous disiez d'ailleurs dans le reportage que regardez justement Haïti, Florence Alexis le dit aussi, c'est prendre la mesure aussi peut-être des luttes auxquelles on peut faire face, justement, si on aboutissait peut-être à une indépendance ou une indépendance, je dirais, face à nos anciens. On sait qu'on peut être, en tout cas, face à de nouvelles luttes, hein, même si on acquiert cette indépendance. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, de l'indépendance haïtienne? Est-ce qu'elle représente pour nous? Si on veut... Non,
Vas-y, je terminerai. Oui, mais je sais que tu as plus de choses à dire sur le sujet Non, que pas moi. particulièrement. Donc, je vais juste dire 2 mots. C'est vrai qu'on se sert beaucoup d'Haïti, chez nous, comme d'un repoussoir. D'accord ? Et on se sert en disant, mais regardez ce qui se passe en Haïti, donc vous imaginez les conséquences pour la Guadeloupe. Bien entendu, on comprend que ce type de discours est un discours fallacieux et qui ne fait qu'encourager justement une espèce de statu quo. Et Florence Alexis l'a dit en disant, voilà, mais nous avons tout à fait la possibilité, en sachant bien sûr que les raisons historiques ne sont jamais les mêmes, les moments, etc. Mais nous avons la possibilité de tirer des leçons. Et nous pouvons tirer de quantité de leçons de ce qui s'est passé à un moment donné pour pouvoir justement construire quelque chose de différent, de nouveau, en nous appuyant sur l'histoire d'Haïti et non pas en la stigmatisant. Voilà, c'est juste ça. Au-delà, et pour appuyer les propos de Christian, Haïti au repoussoir, en 1880, quand les gens d'Opoulo, comme on dit, demandent un lycée parce qu'ils n'ont pas, en Guadeloupe, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir politique, n'ayant pas le pouvoir économique, ils demandent un lycée qui leur permettra de fabriquer une élite qui, elle, pourrait avoir le pouvoir politique. Qu'est-ce qu'on lit dans le courrier? C'est le journal des planteurs. Il n'est pas question de construire un lycée public en Guadeloupe, puisque vous allez fabriquer une élite qui fait exactement ce que fait Haïti, donnant un triste exemple de ce qu'est l'indépendance. C'est écrit ça noir sur blanc en 1880. Donc, c'est ce modèle-là, et Christian l'a dit. Quand il y a l'invasion de Grenade en 1983, j'entends les élus guadeloupéens dire on ne veut pas qu'il y ait chez nous ce qui se passe actuellement à Grenade. Une espèce de frilosité à se responsabiliser, comme si on vivait de la rente de l'esclavage, la rente de la victimisation permanente, qui fait qu'il faut à chaque fois qu'on soit sous les ailes du colonisateur, qu'on se conforte dans le statut d'une colonie départementalisée et qui regarde avec arrogance la Caraïbe, en disant voilà, nous sommes un modèle de colonisation réussie. Il faut réussir la Caraïbe. Et c'est comme ça que nous réussirons aussi la Guadeloupe. À mon avis, il faut que nous ayons la capacité aujourd'hui de communiquer autrement avec la Caraïbe, d'être véritablement intégrés dans un marché caribéen. Mais ça demande aussi que, ma foi, on fasse des évolutions chez nous. Mais lorsque l'état de santé, les hôpitaux, le nombre de voitures par Guadeloupéens est présenté comme un signe tangible de progrès par rapport aux autres, vous comprenez bien que nous nous complaisions dans cela, hélas. Tout à fait. Alors justement, en parlant d'indépendance, nous allons en venir à cette soupe Joumou. Soupe Joumou, donc, c'est quand même un monument national, puisqu'elle est rentrée même, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, puisqu'elle est rentrée l'année dernière, je crois. Elle est patrimoine immatériel de l'humanité aujourd'hui, depuis 2021. Donc ça, c'est une petite coupure de presse de RFI, donc rejoint le patrimoine immatériel de l'humanité. Donc, on a envie de savoir quelle est l'histoire de cette soupe. Donc, cette soupe qui est consommée le 1er janvier pour célébrer Fête de l'Indépendance. Donc, alors, Monsieur Lézé, est-ce qu'on connaît l'histoire de cette soupe? Oui, on la connaît puisqu'elle a été transmise oralement en fait depuis le 1er janvier 1804 de génération en génération, où dans toutes les familles haïtiennes en fait cette soupe se prépare très tôt le matin. Des fois les gens se réveillent, il y en a qui dorment pas tout simplement pour pouvoir préparer cette soupe à la bougie, voilà, à la petite lumière. Donc, cette soupe qui est une idée qui a été transmise en fait à Dessalines par sa femme, donc Marie-Claire Heureuse, au lendemain de la bataille de Fertière, donc lorsqu'on allait proclamer l'indépendance de manière formelle le 1er janvier. Donc,
elle a dit à Dessalines tout simplement qu'on doit donner au peuple quelque chose qui puisse lui donner de la force pour pouvoir continuer à vivre, etc. Parce que les lendemains seront difficiles. Et l'idée qui lui est venue justement, c'était cette soupe, parce que c'est une soupe qui a été interdite aux esclaves, réduits en esclavage pendant toutes ces périodes d'esclavagisation. Donc c'est une façon aussi de dire que finalement... c'était une façon de matérialiser en fait notre liberté. Et la démocratie. Parce qu'effectivement, la soupe, elle était réservée aux maîtres. Tout simplement. Cette soupe joumou, oui. Donc interdite carrément aux esclaves. Donc les Haïtiens en fait se font une joie chaque année, chaque 1er janvier, très tôt le matin, de manger cette soupe joumou. Qu'on ne raterait pour rien au monde. Alors on va voir, je suis allée sur Instagram parce que je voulais vous faire cuisiner justement cette soupe, mais je suis allée sur Instagram parce que on trouve plein de recettes. Et donc c'est Faces of Haiti, je crois, la page. Et donc on découvre cette recette de la soupe joumou. Alors moi, ce que j'aime beaucoup déjà, quand on regarde la cuisine caribéenne, c'est comment on retrouve des ingrédients. Par exemple, le gyromo, on le mange aussi chez nous. Peut-être pas, on fait la gyrobonade, moi j'aime bien la soupe de gyromo, mais on fait les marinades aussi avec. Mais comment chaque territoire de la Caraïbe a ses spécialités, mais à partir des mêmes ingrédients. Ça, je trouve toujours ça très fascinant. Donc là, on a vu la préparation de la soupe joumou, qui était une façon de marquer les années de privation, d'oppression et de crier victoire face aux colonisateurs. Donc, on a découvert cette recette et j'ai envie de poser la question aux Guadeloupéens, même si Monsieur Chéri est en partie haïtien. Quel serait, selon nous, Guadeloupéens, un plat national? Le matete. Je suis dans mon le matete à crabe, bien sûr. C'est le plat national. Le matete, monsieur je le décrète plat national. Non, mais je ne vais pas contester. Je ne vais pas contester ce point de vue. Mais moi, mon propos est plus général. C'est quand même intéressant, plat national, etc. Mais c'est de montrer aussi, surtout, quand même que quelque chose qui est lié à la cuisine et qui est lié à la transmission de l'art culinaire, soit élevé au titre soit mythifié, et alors qu'il est aussi quelque chose de très concret, qu'on prend, qu'on consomme comme ceci, mais en même temps qui va prendre ce côté emblématique. Et ça me paraît important, justement, et qui symbolise notre rupture avec l'asservissement. Tout à fait. Tout à fait. Au-delà, et je suis tout à fait d'accord avec Christian, bien observer tout de même que toutes ces choses-là, tous ces plats caribéens, à l'origine, entre guillemets, c'est d'abord à partir de produits qui sont autour des gens. Il y a très peu de place pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et cela montre finalement la nécessité qu'il y avait de survivre. Et pour survivre, on plantait un petit peu partout, on mettait tout dans le même espace. Certains ont parlé de fouillis végétales, fouillis tropicales, sans comprendre que c'était là le moyen de faire tout pour ça en même temps. Et de là, avec tout cet assemblage-là, on construisait des choses, on construisait des repas, d'autant que ceux qui venaient de l'extérieur étaient réservés finalement à ceux qui pouvaient les acquérir. Aujourd'hui, le sentiment qui prévaut, c'est qu'on a changé de perspective.
on consomme davantage ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de chez nous. Il y a beaucoup d'explications à cela, économique, tout ce que vous voulez, mais la réalité, elle est là. Et ça donne quoi? Ça donne l'obésité, ça donne les maladies cardiovasculaires, plein de maladies qui ressemblent à celles d'un pays riche. Tout à fait. Ce qui est là, nous ne sommes pas. Exactement, et c'est ce qui est intéressant justement dans ce que vous dites, le fait qu'on mangeait ce qui était autour de nous, et qu'aujourd'hui on mange beaucoup ce qui vient de l'extérieur, parce que c'est aussi a priori un signe de richesse, hein, de se dire moi je peux acheter, je peux manger mexicain, ou etc. Oui, exactement, c'est la culturation qui n'est pas forcée d'ailleurs aujourd'hui, mais c'est... moi, ça me fait penser justement à ce jardin créole qui revient, j'allais dire, à la mode, entre guillemets, qui revient dans nos mœurs, et qui a toujours été, en fait, la pratique des esclavagisés, en fait. Et c'était une façon, justement, de préserver leur richesse, puisqu'on voit, par exemple, quand j'ai visité la Whitney Plantation, par exemple, en Louisiane, l'historien qui était conservateur avait écrit un livre sur le gombo. Et il montre bien comment le gombo, il est partout. C'est-à-dire, tout le monde mange du gombo à Cuba, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, tout le monde mange du gombo. Et comment ce gombo, il vient d'Afrique. Il est arrivé avec les esclavagisés, et comment il a essaimé partout, parce que c'était une façon pour eux de préserver aussi une part de ce qu'ils sont. Et ils plantaient ça derrière la rue Cazenec, en fait, derrière leur case. Donc aujourd'hui, on revient au jardin créole, et c'est peut-être là, justement, notre plus grande richesse, c'est justement ce manger local qu'on prône, mais qu'on ne pratique pas encore vraiment, quoi, totalement. Durant cette période esclavagiste, nous avons dû créer une économie, un sentiment, un réflexe de la survie. Et on a souvent apparenté les créations qui étaient celles de cette période à une forme de misère, alors que c'était de la flamboyance, n'est-ce pas? Et accéder la distinction devenant, eh bien, la capacité que l'on a ou l'appétence que l'on a pour les choses venant de l'extérieur. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous obligent à revisiter tout cela, qui nous obligent à jeter un autre regard sur nous-mêmes. C'est peut-être l'exercice le plus difficile qu'il y a à faire. Nous demandons à la France de nous regarder différemment. Est-ce que nous faisons l'effort de nous regarder différemment, d'abord? Tout à fait. Monsieur Désir, alors, comment s'est passée cette dégustation cette année de la soupe joumou? C'était en famille, avec l'association? Non, mais malheureusement, cette année, l'association n'a pas pu faire d'activité en fait autour du 1er janvier, mais c'est quelque chose que l'on fait chaque année, justement pour faire découvrir aux Guadeloupéens pas plus la soupe que l'histoire. Puisque nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le côté historique. Évidemment, il y a la soupe qu'on mange à la fin, parce que, à notre grand étonnement, en fait, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne connaissent pas encore l'histoire d'Haïti. Voilà. Donc, je ne dis pas ça par chauvinisme. Il ne faut pas nous en vouloir. Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne connaissent pas l'histoire de la Guadeloupe. Oui. Elle n'est pas enseignée. Justement, j'allais en venir justement par rapport à cette question de produits en fait locaux. Donc, c'est un processus de reconstruction. Parce qu'on attribue bien souvent les produits locaux en fait à la honte. Quand quelqu'un mange sa petite patate douce, elle a honte de présenter ça à quelqu'un. Elle va pas, je ne sais pas, moi, si on fait une fête chez soi, en fait, on va pas faire des patates douces, des choses comme ça. On va pas faire des frites à pain. On va montrer que, bon, on sait cuisiner à l'européenne, voilà, que ça coûte cher, etc., que ça vient de Paris. Donc, c'est un rejet de soi qui se traduit même dans notre façon de consommer. C'est aussi simple que ça. Donc, le problème est très, très, très profond. Donc, effectivement, moi, je suis très content de voir que maintenant, il y a plein de choses qui se font, des jardins créoles, entre guillemets, des gens qui se réapproprient un petit peu leur environnement. Et c'est le bon sens même. C'est la survie. C'est une question de bon sens parce que, normalement, on consomme ce qu'on a dans notre environnement immédiat. Après, ce qu'on peut avoir en plus, c'est du luxe. Voilà, c'est un privilège. Mais le bon sens veut qu'on consomme des choses que l'on a dans son environnement. Ici, on n'a pas de pommes, on n'a pas de je ne sais pas qu'est-ce qu'on va baser son mode de consommation sur des choses qu'on ne cultive pas. Même chez les maraîchers, c'est étonnant. Mais oui, c'est étonnant. Il n'y a pas de patates douces, il n'y a pas de fruits à pain, il n'y a pas de mangue, quoi. Voilà. Donc là, les produits importés coûtent moins cher aussi. Oui. Mais après, ça, c'est une fabrication aussi, peut-être.
Peut-être c'est une fabrication, justement. Si ce qu'on devrait cultiver, on ne cultive pas, donc il n'y en a pas assez pour tout le monde, forcément. Donc, c'est une question de rapport de force, donc malheureusement. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que, bon, déjà, lisez Jacques-Stéphane Alexis, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on doit rendre l'antenne, c'est toujours trop court, mais voilà. Donc, lisez L'espace d'enseignement, les autres... aidez-moi. Les autres romans? Oui. Ah oui, alors Compère Général Soleil, le premier. Général Soleil, voilà. Roman c'est Rose et Étoiles. Et puis aussi, maintenant que vous m'avez posé la question comme ça, voilà, le deuxième. Le deuxième roman. L'espace d'enseignement. Non, c'est le troisième. Le troisième. Et le deuxième, c'est... Roman c'est Rose et Étoiles. Et tu l'as dit... Compère Général Soleil. C'est grave, c'est affaire. Les arbres musiciens. Les arbres musiciens. Voilà. Alors, juste dire, il faut quand même rappeler que Jacques-Stéphane Alexis, l'œuvre littéraire de Jacques-Stéphane Alexis, c'est juste une saison. Le premier roman, c'est 1955. Et la dernière œuvre parue, enfin, en tout cas de son vivant, parce que bon, il y a eu des textes après, c'est 1961. Ces 4 œuvres que nous venons de citer, c'est sur une période très courte, très brève. D'accord? Et c'est ce qui fait aussi presque, certains ont pu le comparer, c'est une sorte de météorite littéraire, quoi, qui est passé... fulgurance. Voilà, moins de 40 ans surtout. Voilà, c'est ça. Et il avait 39 ans. 39 ans. Il y a la suite aussi de l'espace d'enseignement. Oui, mais c'était des notes qu'on a reconstituées, mais c'était pas la totalité de son... Voilà. Donc, on va conclure l'émission. Donc, lisez Jacques-Stéphane Alexis, et je vais donc le citer, simplement pour clôturer. Donc, je lis « Une terre étrangère apparaît au début en dehors du monde, puis quand un visage se rapproche, le pays se rapproche. Alors l'esprit compare, l'être se laisse émouvoir, une joie timide commence à palpiter le cœur, les hommes sont tous à la recherche du bonheur, telle est la commune mesure de chacun. » Donc c'est Jacques-Stéphane Alexis dans l'espace d'enseignement. Voilà, donc on vous remercie de votre attention. L'émission, donc, elle est encore sur la page Facebook de Canal 10, vous pouvez la revoir. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour la Saint-Valentin, et je vous en dis pas plus. Bonne soirée.